En gros, quand on chausse les lunettes de la pensée complexe, à quoi il faut être attentif? Ou à quoi on peut penser qu'il faut être attentif? C'est pas normatif. Bon, la forme processuelle. Nous sommes dans un processus et on ne voit que des images relativement statiques. L'importance des relations, je l'ai dit, on valorise beaucoup l'individu et on met sans doute au second plan les relations, et je pense qu'on a tort. Il faut réhabiliter les relations, en tout cas quand on est attentif à la complexité, on est attentif aux relations. Le regard systémique, alors je vais revenir un petit peu sur le regard systémique parce que il faut un regard systémique. Moi, j'ai eu l'occasion de vous dire que Edgar Morin, après son voyage aux États-Unis, à l'Institut Salk, où il passe un an, il va découvrir toute la pensée systémique qu'il ignore. Et puis, dans cette pensée systémique, des grands noms comme Wiener pour la cybernétique, von Foster, et même von Neumann, qui restent des noms importants dans son cheminement intellectuel. Alors que ça peut paraître très, très loin de sa culture de base. Il les célèbre encore régulièrement. Hein. Je me souviens d'une question qui lui était posée. Il a tenu à y répondre, il manquait de temps, etc. Mais il a tenu à répondre sur von Neumann, l'inventeur de la théorie des jeux, pour dire ce qu'il devait à cet auteur. Alors, ce que je vous propose de voir, je comptais faire les 3 dernières dimensions, puisque les 3 premières, je les ai traitées la dernière fois. Je comptais faire les 3 dernières dimensions. Et puis, je me réserve de traiter de la dialogie, parce que c'est un sujet en soi, la fois d'après, au terme d'un périple après lequel je céderai la place à Jean-Yves et le témoin. Qui va vous proposer une lecture évidemment convergente avec celle que j'essaie de vous faire, mais avec sa singularité et probablement plus transversale. Peut-être fixer un horizon, j'imaginais pouvoir traiter l'ensemble de la pensée complexe, et je vous ai dit que on avait eu une discussion avec les gens qui étaient chargés avec moi de construire cet enseignement. Et puis on avait atteint une sorte de consensus en disant voilà, il faut présenter la pensée d'Edgar et puis il faut probablement la mobiliser sur des perspectives plus concrètes, si j'ose dire. Et là, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir en termes de groupe de recherche-action. Je me rends compte que la pensée d'Edgar va probablement demander un travail sur plusieurs années pour la présenter. Ah. C'est-à-dire que cette année, je vais vous présenter des choses essentielles, mais je ne traiterai que peut-être un tiers de sa pensée. Donc, grosso modo, il faudra à peu près 2 ans encore pour aller un petit peu au bout du processus. C'est quelque chose qui est... j'ai été récemment sollicité par Elisabeth Sénégas, qui a créé l'UTEM, l'université de terrain Edgar Morin à Grenoble, pour que je vienne, en l'occurrence, prêcher la bonne parole. Disons que les forces vives sont un peu rares, si vous voulez, sur ce genre. C'est un travail assez important, il faut le dire. Voilà, je remercie beaucoup Jean-Yves d'avoir accepté de participer à ça. Je sais d'expérience que c'est lourd. C'est exaltant, mais c'est lourd. Donc, excusez-moi si je reporte la dimension dialogique au mois prochain. Sachant qu'après, on aura en mars Alain de Police qui viendra faire une conférence sur qu'est-ce qui l'a amené à mobiliser la pensée complexe à partir de son expérience de psychothérapeute, de psychanalyste et de personne qui a associé
dans le cadre du traitement de personnes vulnérables, toute une série de services qui jusque-là étaient plus ou moins éparpillés. Et c'est cette démarche-là que je lui ai demandé de venir nous décrire, et il viendra en mars. Donc la fois prochaine, je ne sais plus exactement, mais c'est début février, il n'y a pas un mois, et je serai encore là devant vous. Pourquoi le début février? Parce qu'après il y a les vacances, et qu'on a souhaité qu'on n'interrompe pas les vacances des uns et des autres. Et voilà. Bon, alors, quelques mots, puisqu'on a commencé à mettre un dispositif un peu nouveau, dont vous vous êtes saisis assez largement, peut-être pas tous. Hein, c'est un petit retour sur les réactions Miro, et non pas Juan Miro, hein, qui est ce célèbre artiste catalan. Hein. Mais Miro, le journal de voyage de l'UPEM, auquel vous avez pu réagir, dans lequel vous avez pu réagir aux différents, enfin, aux enseignements jusqu'à présent. Bon, alors je pense qu'il faut concevoir cet outil que je découvre, que je trouve modérément pratique, mais sans doute parce que ma pratique elle-même est assez rudimentaire. Il est intéressant parce que vous pouvez vous exprimer et vous pouvez aussi dialoguer entre vous. Moi, je ne suis pas intervenu là-dedans, j'ai lu. J'ai lu des choses tout à fait intéressantes. Quelque chose qui m'a particulièrement touché. C'est un cours qui donne envie de penser. Bon. Après ça, un enseignant peut disparaître et se dire je voudrais remercier la personne qui a écrit ça, Annick, je ne sais pas si elle est là. En tout cas, ça m'a touché. Après, il y a beaucoup de choses. Hein. Par exemple, certains s'interrogent sur à quoi ressemblent les étudiants qui ne sont pas populaires mais universitaires. Ben, on en a quelques-uns, on en a deux là. Miliane et Émilie, là, Émilie elle se cache parce qu'elle est timide. Donc si vous voulez voir à quoi ils ressemblent, ben vous les avez là et vous pouvez leur demander ce qu'ils pensent. Mais ne vous faites pas d'illusions. C'est pas parce que vous enseignez la pensée complexe que subitement les étudiants ont des tremblements et ont trouvé leur voie. Hein. Non. Ils auront des problèmes de conformisme, d'insertion professionnelle, et voilà, c'est comme les citoyens, avec peut-être un niveau critique qu'il faudrait travailler un peu plus. Hein. Donc il n'y a pas énormément de différence. Vous êtes beaucoup plus impliqués que peuvent me l'être mes étudiants en général. Parce que vous avez choisi, tandis que mes étudiants, ils n'ont pas choisi, ils subissent, et c'est un cours parmi d'autres, et bon voilà. Hein. Donc je mettrai un deuxième lien qui concernera ce cours-là, et dans lequel vous pourrez intervenir, et on pourra ainsi voir l'évolution, et interagir. Par exemple, Virginie me parle d'Italo Calvino. Virginie, elle est là? Ah voilà. Alors, j'ai lu le romancier, mais je n'ai pas lu les conférences dont tu parles. Et ça m'intéresse, mais honnêtement, je n'ai pas lu. Alors, il y a beaucoup de questions hein, qui viennent sur la transdisciplinarité, sur le fait de saucissonner les groupes de recherche-action. C'est l'appellation classique, ça. Hein. Groupe de recherche-action. Alors, comme Georges, il est sur l'action, il dit groupe d'action-recherche. Mais institutionnellement, c'est groupe de recherche-action. Ne t'en déplaise de Georges. La recherche, en l'occurrence, là, passe avant l'action. Mais il y a les deux, hein, il y a les deux, je te rassure. Bon, il y a beaucoup de choses hein, qui sont... Alors, l'articulation avec les groupes de recherche-action, ben, justement, tout ça vise un petit peu à le faire, et peut-être que ça sera plus explicite avec Jean-Yves qu'avec moi, c'est possible. Hein. Voilà. Alors, il y a un autre dispositif, donc je vous encourage à vous saisir de ça, à vous exprimer.
j'ai pas eu de retour trop négatif, hein, me disant que j'étais complètement à côté de la plaque. Donc voilà, ça m'a un peu conforté. Mais vous pouvez tout dire, à condition de le dire avec une certaine civilité, parce que les bonnes volontés peuvent s'épuiser, hein, c'est vrai. Et puis il y avait les bulletins de liaison avec les groupes de recherche-action. Alors, j'ai eu beaucoup d'occupations, des centaines de copies à corriger. Vous ne connaissez pas la vie exaltante de l'universitaire. Les périodes de Noël, c'est pas le sapin, ou c'est les monticules de copies, par centaines. Par centaines. Bon. Donc, voilà, j'étais attentif autant que je l'ai pu, et à ma connaissance, j'ai reçu 4 bulletins. Celui d'Antoine, qui m'a parlé de son projet, que j'ai découvert avec intérêt. Celui d'Anna, dans lequel j'ai beaucoup appris, merci, sur les biais cognitifs. Moi, je pensais que c'était Kahneman, mais visiblement, c'est antérieur, donc merci. Celui de ma tendre épouse aussi, qui m'a dit « Tu devrais dire à la fin ce que les groupes d'action recherche pourraient, ce à quoi ils pourraient être sensibles, ou donner quelques orientations pour dire « Soyez attentifs à ça, ça, ça ». Alors sans doute, je ne le fais pas suffisamment, mais c'est implicite. Hein. C'est-à-dire tout ce que je fais là peut, je ne dis pas doit, mais peut être mobilisé pour éclairer des pratiques, je l'espère en tout cas, et conceptualiser des choses. Hein. Il y a Virginie aussi qui m'a fait ce retour. Je crois que j'oublie personne. Donc je ne peux pas en tirer grand-chose, sauf que on a... moi, je suis un peu attentif et un peu inquiet, le mot est trop fort. Soucieux, on va dire. Soucieux de la dynamique des groupes de recherche-action. Et ces témoignages-là semblent dire qu'on est dans une temporalité, la bonne temporalité. Hein, de l'interconnaissance, des références qu'on se construit ensemble, etc. Donc voilà, c'est pas moi qui pilote ça, et c'est peut-être bien mieux. Voilà. Bon. Alors, je répondrai à certaines contributions, peut-être en cours de navigation. J'aime bien la navigation. Mais la navigation, ça peut être ça aussi. Ce qui change effectivement le contexte. Et quand on est en mer, il faut être capable d'apprécier ça, mais se confronter à ça aussi. Alors, j'espère pas que ça sera ça. Mais qui sait. Alors, revenons un petit peu sur la pensée complexe, parce que je ne sais pas si elle est là, Nathalie. Non, je ne crois pas, mais elle m'avait dit ça serait bien de revenir un petit peu sur le tableau. Alors, ce tableau, c'est presque un fétiche pour moi, hein, les étudiants le savent, je leur demande de le réciter devant le tableau noir, avec une baguette à la main, je tape sur les doigts s'ils ne savent pas. Alors, je vous parle de complexité, mais pour aborder la pensée complexe, il y a un cheminement, si vous voulez. Ce cheminement, c'est, me semble-t-il, de passer par la pensée systémique. Et là, ça a été, à mon avis, la grande contribution de Jean-Louis Lemoigne, qui a poussé Edgar à aller plus loin dans cet aspect-là. Hein, Jean-Louis Lemoigne, qui était le compagnon le plus important d'Edgar, hein, celui qui a relu tous ses livres, etc., et qui, lui, est de culture d'ingénieur. Et c'est vrai que la systémique, elle était au départ plutôt quelque chose qui vient du monde, si ce n'est de l'ingénierie, au moins des sciences formelles et aussi de la biologie. Alors, ce tableau, il est intéressant parce qu'on pourrait passer des heures à le commenter, hein. Mais il nous montre
comment on a l'habitude de penser, sans même généralement en avoir conscience, et comment ce que Jean-Louis Lemoyne appelait la modélisation systémique. Alors il ne faut pas avoir peur des mots, hein. Modélisation, c'est mise en modèle, c'est-à-dire donner une intelligibilité de quelque chose. Ce n'est pas nécessairement une intelligibilité mathématique. Il ne faut pas croire que les modèles sont exclusivement mathématiques. Dans cette maison, avec les économistes, quand on parle de modélisation, c'est classiquement une modélisation mathématique, mais c'est une erreur. Hein. Toute construction conceptuelle qui rend compte est une modélisation, qui rend compte d'un phénomène. Alors peut-être glaner ici ou là, je ne vais pas passer mon temps à reprendre tous les éléments, parce qu'encore une fois, ça nous amènerait très loin. Mais vous voyez, objet, projet. Alors, peut-être préciser qu'il ne s'agit pas d'abandonner une manière de réfléchir et de modéliser qui serait analytique et qui serait dépassée pour passer à quelque chose qui serait la lumière nouvelle qui abolirait l'ombre. Non. Les choses sont, j'allais dire, plus complexes, c'est-à-dire que le mode de réflexion analytique est très puissant. Une personne ne peut le discuter, si vous voulez, sur notamment les sciences de la matière, mais peut-être pas seulement. C'est ce qui a permis les avancées à la fois scientifiques et technologiques de nos sociétés. Donc il serait totalement absurde, idiot, inconséquent de dire tout ça n'existe plus. Non. Sauf que, si vous voulez, et j'y reviendrai un petit peu quand je parlerai de l'hologrammie, on a tendance à appliquer un mode de raisonnement qui concerne essentiellement des objets, hein, le monde inanimé, on va dire, en tout cas non vivant. Dès lors qu'on passe au monde social et même au monde biologique, on n'est plus dans le monde des objets. On n'est plus dans le monde de l'inanimé ou du non-vivant. On est au contraire dans le monde du vivant et dans le monde du social. Et on ne se rend pas bien compte que si on continue à réfléchir de manière analytique, eh bien, peu ou prou, on considère les vivants, on considère les humains et les autres vivants comme des objets. On ne se rend pas bien compte de ça. Tout simplement parce qu'on ne pense pas à la finalité, on ne pense pas à l'intentionnalité. Dans le monde de la matière, il n'y a pas d'intentionnalité. On va le voir, dans le monde des vivants, il y a des finalités. Et dans le monde humain, ces finalités sont peut-être premières. Nous vivons autour de finalités. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment des contraintes, des déterminations, etc. Mais si on n'intègre pas cette dimension des finalités, cette dimension du sens, et le sens, la signification, on passe à côté. Si je fais ce geste, vous l'interprétez comme vous l'interprétez. Si on raisonne en termes de sciences de la matière, on pourra le décrire en termes de force, de biomécanique. On dira, vous voyez, il y a telle force, etc. Et ça, on peut même décrire le son, etc. Mais qu'en est-il du sens, de la signification? Elle n'est pas donnée par une équation. Elle passe nécessairement par le fait que nous soyons des humains, que nous communiquions et que nous ayons tous plus ou moins un certain nombre de références communes. Et que nous soyons des êtres qui vivent dans un univers de signification. Et ça, les sciences de la matière ne peuvent pas le saisir, cet univers des significations. Elles peuvent saisir l'univers des causalités, des déterminismes, mais pas des significations. Ce que nous construisons comme signification. Or, nous vivons là-dedans. Mon discours est fait de signification, en tout cas,
je veux en produire, j'espère que vous êtes capable d'en faire quelque chose, de les appréhender. Donc voilà, objet, et d'ailleurs moi j'ai un problème avec le mot objet, vous voyez, c'est mon objet. Non, moi je préfère le mot phénomène. Objet, ça veut dire quoi? Moi j'entends souvent que même des jeunes chercheurs en sciences sociales, mon objet. Non, mon objet, ça veut dire que je m'inscris essentiellement, sans le savoir, dans une perspective analytique. Alors, projet ou processus, bon, le projet, c'est important. Il ne faut pas trop valoriser le projet. Hein. Bon, il faut intégrer ça, mais en même temps, on est dans une société dans laquelle on a tellement valorisé l'individu et ses désirs, ses volontés, ses souhaits, qu'on fait du projet quelque chose de permanent, etc. Donc, il faut garder une certaine nuance. Élément, vous voyez, élément, unité active. Bah, dans l'élément, il y a un caractère statique. Il y a en même temps une vision philosophique, presque. Élément, ça renvoie à ensemble. Et on pense à Castoriadis, par exemple, sur la logique ensembliste identitaire. C'est une vision du monde. En face, on a quoi? On a unité active. Alors l'action, il faut la penser, l'action. L'action, c'est pas le mouvement. L'action, c'est propre à, aux gens, enfin aux entités qui sont capables de définir une intentionnalité. Sinon, on est dans des formes de réaction, on est dans le behaviorisme, on est dans les chiens de Pavlov. Action-mouvement, ça, je pense que c'est important de bien saisir ça. Le mouvement, c'est le registre des objets, des choses. Hein, si je lâche, voilà, ça, c'est du mouvement. Par contre, pour comprendre pourquoi je lâche ça, pour saisir ce que ça veut dire, bah, si vous l'appliquez à moi, vous êtes obligé de penser, mais pourquoi il fait ça? Là, on est dans le registre de l'action. C'est d'ailleurs ce que Bourdieu appelait des raisons d'agir. Bourdieu qui est très peu complexe, par ailleurs. Hein, des raisons d'agir. Le mouvement, c'est la causalité, c'est une sorte d'extériorité, c'est le monde, c'est les lois, c'est... Voilà. L'action, elle renvoie à une forme d'intentionnalité. Il n'y a pas que ça dans l'action, mais il y a ça. Si on ne passe pas ça, voilà. Bon, analyse, conception. Et vous voyez, même le terme, quand on dit je veux procéder à une analyse, on veut dire en fait une étude. Mais on ne se rend pas compte que c'est. On utilise un mot pour je veux étudier quelque chose, je vais l'analyser. Oui, on peut l'analyser, mais on peut aussi le systémiser. Vous voyez? Il est clair qu'on s'inscrit dans ce domaine analytique et c'est probablement avec les précautions que j'ai introduites initialement. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de passer de l'ombre à la lumière, mais c'est probablement l'un des plus grands obstacles pour accéder à ce qu'on pourrait penser comme étant une pensée complexe. C'est le cadre analytique dans lequel nous avons été largement formés. Dont, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien, non, évidemment non. Il s'agit de le distinguer, de l'identifier. Parce que souvent, il n'est pas perçu, si vous voulez. C'est pour ça que le plan cognitif, il est important, parce que, je dirais presque métacognitif, ou en tout cas un méta-point de vue autour de la cognition, c'est qu'on se dit « je pense », et on ne regarde pas comment on pense. Hein? Et quand je dis je pense en des catégories analytiques essentiellement.
voyez. Et c'est pour ça que le mot système, il est très utilisé. Il y a des tas de consultants qui font des choses diverses et variées, et plutôt variées que diverses. Quelquefois, certains pourraient dire « Ah, variées », mais bon, je ne voudrais pas être méchant. Sur la systémique, mais on est encore très très loin d'avoir appréhendé vraiment la flexibilité mentale qu'elle suppose, cette pensée systémique, pour l'articuler avec la dimension analytique. Analyse, conception. Alors, conception, évidemment, ça met l'accent sur... Je crois vous l'avoir déjà dit, nous sommes beaucoup dans des univers que nous construisons, hein, par la technique, par notre influence. Et c'était Simon qui disait ça. Hein. Attention, les sciences de l'artificiel, voilà, on est de plus en plus dans un environnement artificiel. Ici, c'est grosso modo les humains qui ont créé ça. Et c'est notre environnement. Alors quand on sort dans un espace naturel, on a l'impression que, mais si on regarde bien, il y a aussi une dimension anthropique. C'est-à-dire même la forêt vierge d'Escola, la forêt vierge amazonienne nous dit, d'Escola nous dit, on considère que c'est uniquement naturel, mais non, c'est anthropisé. C'est-à-dire ce qu'on considère comme étant le comble de la nature est déjà, pour utiliser les catégories qu'il décrit, est au moins déjà culture. Donc, conception, ça renvoie aux opérations mentales de conceptualisation, de modélisation. Hein, il faut être conscient de ça. Bon, disjonction, conjonction, évidemment, là, on est dans, je dirais, un peu l'élément classique. Hein. Est-ce qu'on doit comprendre en divisant jusqu'à l'atome, jusqu'à ce qu'il ne peut plus être coupé, c'est-à-dire chercher l'intelligibilité de quelque chose à travers ses constituants les plus élémentaires, hein, ou, et je dirais, et plutôt, voir l'ensemble. Pas que l'ensemble. Hein. Certains pensent, j'ai lu ça dans des copies d'étudiants, pendant mais vous n'êtes pas nécessaire. De toute façon, je ne sais pas si c'est anonyme. Rassurez-vous. Mais j'ai lu ça. Oui, Morin, il nous amène à une pensée holistique. Oui, disons que Morin nous dit attention, si vous voulez penser quelque chose, il faut aussi voir le tout. Mais il ne dit pas qu'il faut voir que le tout. Il faut voir aussi les parties. D'accord ? Donc la conjonction, c'est la vue d'ensemble, c'est ce qui donne une sorte de signification plus globale. Et c'est vrai que si on découpe, on perd de vue. Hein. J'avais pris l'exemple du conte indien sur l'éléphant vu par des aveugles. Effectivement, et de temps en temps, on a l'impression que dans la science, on est un peu là-dedans. Hein. On est dans une telle hyper spécialisation que... on peut se dire, est-ce qu'il y a une vision un peu plus générale, quoi? Ou est-ce qu'on est... Bon. Alors, c'est découpe ou articulation. Évidemment, on met l'accent sur l'articulation. Mais il ne faut pas disjoindre, si vous voulez, quand on fait de la systémique, a fortiori de la pensée complexe, il ne faut pas disjoindre, il faut distinguer. Ce n'est pas la même chose. Si vous distinguez, vous pouvez aussi articuler. Mais si vous êtes dans la disjonction, vous séparez. Et ça, c'est si j'ose dire, le péché originel, la séparation. Structure, organisation. Alors là, ça va assez loin. Et si j'ai un peu de temps la semaine prochaine, je vous parlerai d'organisation. C'est pas sûr. Disons, la structure, c'est un peu la dimension... pour ceux qui connaissent un peu les sciences sociales, du structuralisme. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui est une sorte de... généralement caché, en tout cas, c'est pas... il y a un travail de recherche pour mettre en lumière, par exemple, les structures élémentaires de la parenté ou les structures du mythe
chez Claude Lévi-Strauss. Et c'est quelque chose qui va déterminer en gros les comportements, qui va les déterminer en créant un espace des possibles, hein, qui sont des combinatoires de signification. Mais disons qu'il y a un côté statique dans la structure, un côté immuable. Vous voyez, c'est ce qu'on a beaucoup reproché aux structuralistes. Dans l'organisation, alors, le terme d'organisation est le terme central d'Edgar Morin. C'est un concept qui traverse toute la méthode. On pourrait dire que la méthode, c'est une théorie de l'organisation. Donc c'est un concept très très puissant, qui demande à se... Disons, pour l'aborder de manière assez rapide, pour parler de l'organisation, il faudrait des heures, et je me les accorderai l'an prochain, sans doute. Peut-être quelques mots. En gros, si vous voulez, il y a une distinction qu'on trouve chez Morin entre le système et l'organisation. Le système, en quelque sorte, c'est la phénoménologie. C'est ce qui apparaît. L'organisation, c'est sous-jacent. Là aussi, en ce sens, ça ressemble un peu à la structure des structuralistes, sauf que ce n'est pas du tout fixe et que c'est quelque chose qui est en prise avec l'adaptation et l'adaptabilité en permanence. Par exemple, c'est l'organisation qui permet d'être dans un environnement et d'y perdurer. Par ce qui va permettre l'auto-organisation. Vous voyez, l'auto-organisation, ben, c'est l'organisation qui est capable de se produire elle-même. Et si elle se produit elle-même, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elle est capable d'avoir des relations avec son environnement auxquelles elle est capable de s'adapter. Alors, on va revenir un peu là-dessus. Hein. Disons, l'organisation, c'est ce qu'il faut rechercher, je dirais, dans les phénomènes. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ce phénomène a cette forme-là, a cette dynamique-là? Hein? Il y a cette belle phrase de Morin, il commence dans le tome 1 de la méthode, il dit, voilà, qu'est-ce qui explique que de cette explosion originelle du Big Bang, alors je ne sais plus combien de milliards d'atomes, voilà, qui est une sorte de grand boom initial. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, enfin peu à peu, ben, se sont structurées, sont apparues des formes. Et des formes de plus en plus élaborées. C'est l'organisation. Aussi bien dans la matière que dans le vivant, que dans le social. C'est ce dispositif d'organisation. Enfin, ce n'est pas un dispositif, c'est une sorte de processus. Voilà. On pourrait dire que c'est ça. Hein, la méthode, c'est ça. Et il dit, bon, l'organisation, en fait, elle est partout. Elle est partout. Elle est dans la molécule, elle est dans l'organisme, elle est dans l'humain, elle est dans le système des idées, etc. Et pourtant, il commence comme ça, la méthode. Il dit, on ne sait rien de l'organisation. Alors l'organisation, il ne faut pas renvoyer au sens commun de quelque chose comme une université, etc. Hein, c'est évidemment un concept générique et puissant. Bon, je reviendrai là-dessus. Pour parler de choses plus concrètes, vous voyez, optimisation, adéquation. Alors ça, c'est intéressant. Intéressant, parce que l'optimisation, c'est quelque chose qu'on utilise en permanence. Les ingénieurs, les économistes, ben, ils optimisent. Mais la plupart du temps, ils se définissent comme ça. Et dans la systémique, on est moins dans l'optimisation et on est plus dans l'adéquation. Ah, ça c'est intéressant. Vous voyez,
Je devais passer quelques minutes là-dessus, mais sur ce tableau. Bon, je vous ai dit, hein, c'était un truc, ça... Bon. Alors, optimisation. Ça caractérise notre époque. Celle de la performance, celle de l'optimisation. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit qu'il faut optimiser quoi? Il faut optimiser l'utilisation des ressources. Évidemment, on ne pose pas la question, faut-il utiliser les ressources? Et les ressources sont-elles des ressources? Et non, on va être sérieux, on va trouver des solutions. Le climat, on en fait notre affaire, optimisons. La consommation électrique, l'efficacité énergétique, etc. Voilà. Le technosolutionnisme, c'est l'optimisation. L'optimisation, ce n'est pas que le technosolutionnisme. On peut optimiser des choses de manière plus intelligente. Mais c'est toujours une question de moyens. Et à ce titre, c'est très caractéristique de la modernité, dont Max Weber, je n'arrête pas de le citer parce qu'il me semble que c'est éclairant, comme rarement un propos a pu l'être. Il nous dit la modernité va voir la substitution des moyens aux fins. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus sur les moyens. Allez pas être con pour dire ça, hein, quand même. Ben on y est, ça fait longtemps qu'on y est. D'où l'affaissement du politique, quoi, qui devient gestion, d'où voilà, ce sentiment de délitement un peu généralisé, d'où l'atrophie du débat, de la politique à la technique. La technique, par définition, elle est là-dedans. Jacques Ellul nous dit, la technique, c'est quoi? C'est pas un ensemble de techniques, c'est une manière de réfléchir. C'est voir en toute chose la plus grande efficacité. On pourrait dire c'est optimiser. La technique, c'est l'optimisation. Bon, on pourrait débattre autour de ça, hein, mais Ellul en est persuadé. Ellul est méconnu, injustement méconnu, hein, Jacques Ellul. Oh, ça s'écrit E2L-UL. C'est un Bordelais, sans doute pour ça qu'il est moins connu que d'autres. Vous savez, il y a une célèbre conférence de Heidegger, qui lui n'était pas bordelais, sur la technique, où il dit, voilà, la technique c'est l'arraisonnement du monde, hein, avec cette idée que, voilà, le monde devient un stock de ressources, puissant comme idée. Mais Jacques Ellul a eu cette idée 3 ans avant lui. Et on parle d'Heidegger, tout le monde le sait, mais Ellul, on l'a un petit peu oublié. Pas tous, mais c'est quand même assez injuste, moi je trouve. Assez injuste. Ellul avait cette conception. La technique, pour lui, c'était... Et donc, il vivait sans technique. Pas de voiture, pas de télé, pas d'ordinateur. Il a eu le cancer, il a refusé qu'on le traite. Ça ne l'a pas empêché de mourir. Hein. Mais on peut dire qu'il avait une certaine continuité de pensée. Alors, l'optimisation, quand je suis avec les ingénieurs qui a réuni Jean-Yves initialement et Christophe, évidemment, la question de l'optimisation, elle est posée. Si vous voulez, l'optimisation, c'est une technique mathématique. Il ne s'agit pas de la discuter. Il s'agit de voir comment on optimise. On optimise à partir d'une description du monde qui est faite en fonction de variables. On n'optimise pas in abstracto de manière générale, on optimise par rapport à des variables. Mais très très vite, l'optimisation, ça devient une sorte de processus général. On dit on a optimisé. Mais si vous optimisez en fonction de variables telles que la profitabilité, le temps de production, etc., vous optimisez par rapport à ça. Si vous optimisez par rapport à l'utilité sociale, à la démocratie dans l'organisation, vous voyez autre chose.
Moi, ce que je discute, c'est, si vous voulez, cette atrophie ou cette non-définition de l'optimisation, des critères de l'optimisation, qui fait que, voilà, on a l'impression d'une sorte de machine en marche qui est purement rationnelle. Mais non, on définit les critères en fonction desquels on va optimiser. Et c'est là-dessus qu'effectivement il faut discuter. Alors l'adéquation, vous voyez bien que l'adéquation c'est autre chose. Il ne s'agit pas de prendre des moyens qu'il faudrait utiliser de la manière la plus efficiente possible. Il s'agit de savoir, en gros, et c'est ce qu'on va retrouver en dessous, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Vous voyez? Et donc la pertinence pose la question, effectivement, je dirais, politique et même philosophique, voire éthique, de qu'est-ce que c'est que ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Dans quelle perspective? Est-ce que c'est adéquat par rapport au projet qu'on a? Tout ça me semble des réflexions qu'on devrait beaucoup plus qu'aujourd'hui avoir. Quand on voit les techniques de rationalisation qu'on applique aux organisations, c'est un peu accablant de voir combien c'est inadéquat à des contextes de travail. Et pourtant, on le fait. Des managers qui s'improvisent comme tels, qui nous font des ressucés de ce que pas mal d'entreprises ont déjà abandonné dans le monde de l'université, par exemple. Enfin, on veut nous subordonner à des critères, machin, on voudrait même nous faire travailler dans des boîtes, hein, un petit peu, et puis contrôler tout. C'est inadéquat. C'est pas comme ça que vous allez faire. Vous allez produire des chercheurs, vous allez produire des fourmis, mais des gens créatifs avec un peu d'idées, c'est pas comme ça qu'on les produit. Hein? Et pourtant, vous avez ce type de processus. Et on va nous dire, attendez, on optimise. Hein? Oui, mais l'optimisation est inadéquate. Et encore, on est gentil en disant inadéquate. Hein? Contrôle, intelligence, voilà, c'est un peu là. Jean-Louis nous fait un petit peu de démagogie là, mais bon, au fond, c'est pas totalement faux. Le contrôle, ça suppose un état du monde donné où il y a des forces, il faut contrôler le mouvement, un peu comme dans une machine. S'il y a du jeu, attendez, la machine elle va bloquer, quoi. Donc il faut vite resserrer. C'est le contrôle. Alors ça, pour les organisations, ça va être les procédures, tout ça. Et l'intelligence, oui, l'intelligence, disons l'autonomie, une forme de capacité d'initiative, l'inventivité, la créativité, c'est des choses qu'on trouve dans le travail. Les ergonomes, ils le savent, les psychologues du travail aussi, et même les sociologues le savent. Il y a de la créativité dans le travail, c'est ce qui fait son intérêt. Et si vous privez les gens de toute créativité dans le travail, vous les privez d'intelligence, de possibilité de s'épanouir dans ce qu'ils font, de trouver du sens dans ce qu'ils font. Ça, c'est très important. Encore une fois, nous sommes dans des univers de signification. Il n'y a pas simplement le salaire, etc. Même si le salaire, c'est important, il faut trouver du sens à ce qu'on fait. On ne trouve pas de sens. Efficacité, effectivité. Ça c'est intéressant aussi. Efficacité, alors là on est efficacité, efficience. Performance. Bon, excellence, vous voyez, cette galaxie sémantique, c'est creux, c'est vide, c'est l'absence de pensée. Ça fait au moins une décennie et demie que nous sommes une université d'excellence. Oui, à partir du moment où vous avez un prix Nobel, vous êtes excellent. C'est évident. La veille, vous n'étiez pas, mais le lendemain, vous devenez excellent.
Bon, ça c'est fort, c'est vraiment... il faut lutter contre ça. Enfin, je ne veux pas être normatif, mais enfin, pour moi, c'est la négation de la complexité. Alors, est-ce qu'il faut... mais vous n'allez pas prôner l'inefficacité, hein? Vous voyez, comme Macron parlant des Amish, aux gens qui critiquaient la 5G. Hein? Bon. On ne va pas prôner l'inefficacité. On va prôner une efficacité et même une efficience au service de quelque chose de pertinent. Le problème avec l'excellence, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, l'excellence, c'est qu'on s'en sert comme un mot creux, en général, dans une voie qu'on ne décrit pas précisément, dont même on n'a même pas conscience absolument, mais si vous voulez, c'est l'adaptation au marché, c'est la notoriété, vous voyez, c'est des choses qu'on ne dit pas, même pas. Et voilà, ça sera excellent. Moi, je voudrais qu'on débatte de ces finalités. C'est quoi l'excellence, en fonction de quels critères? Et ça s'appelle la politique. Ça doit être débattu. Mais quand est-ce qu'on débat de ces questions-là? Si vous dites la 5G, non, c'est pas possible, on vous dit, ah, c'est les Amish. Non, vous faites plus partie de la civilisation, enfin, vous êtes un obscurantiste. Vous voyez, ben, évidemment, mais c'est la même chose, bon, l'excellence, voilà. On est excellent et les autres sont non excellents, c'est-à-dire médiocres ou voire pire. Bon. Alors, essayons d'éclairer efficacité, effectivité. Je vais prendre un exemple que mes étudiants connaissent. C'est la sieste. Sympa, la sieste. C'est même culturel, la sieste. C'est une nécessité culturelle et biologique. Donc, il ne faut pas résister à la sieste. Imaginons que vous fassiez la sieste au bord de la mer, par exemple la Méditerranée, ça serait pas mal. Des pins, vous voyez, un petit air comme ça, vous êtes bien. Et puis il y a une mouche qui vient vous agacer. Et ça vous dérange. Il faut agir. Alors, imaginons que vous décidiez d'agir comme ça, un peu mal réveillé, vous voyez, et puis à proximité, vous avez un marteau. Vous saisissez le marteau et vous poursuivez la mouche. Et vous tapez, etc. Alors, vous explosez les cloisons, hein, évidemment. Mais au bout du compte, vous chopez la mouche. Elle est écrasée. Vous avez été efficace. Vous avez été efficace, c'est-à-dire que vous poursuiviez un but qui était celui de la neutralisation de la mouche. Vous l'avez atteint. Imaginons maintenant que vous soyez avec votre marteau et votre compagne, parce que ça c'est un truc de mec, hein, le marteau tapé comme ça. Votre compagne dit attends. Et puis vous tendent une tapette. Ouais. Et alors là, vous êtes tout surpris parce que paf, un coup, vous tuez la mouche. Sans rien avoir détruit, sans avoir déployé d'énergie ou si peu. Vous avez été efficient par rapport à la première. C'est-à-dire vous avez atteint le but avec une économie de moyens. Effectivité. Vous voyez que j'ai parlé des moyens. Effectivité, ça renvoie à la pertinence. On va penser aux enfants, c'est-à-dire les enfants, le monde qu'on leur laisse, on peut quand même espérer qu'ils s'en tirent. Donc ils vont s'en tirer, bien sûr, ça veut dire qu'ils sont plus intelligents. Et
C'est-à-dire, l'enfant vous voit avec votre tablette et il dit, attends, il ouvre la fenêtre et la mouche s'en va. Il s'est posé une question d'effectivité. Effectivité. C'est-à-dire, il s'est posé la question de la qualité du but. C'est quoi mon but? J'écrase la mouche. Et non. La mouche, elle m'ennuie, mais on n'est pas obligé de la tuer pour qu'elle cesse d'ennuyer. Donc c'est la qualité du but. D'accord? Vous vous posez cette question fondamentale qui est la qualité du but, qui est la pertinence. Je dirais, dans le premier cas, vous êtes dans l'évidence. Bah, si je tue la mouche, ça... Oui. Mais est-ce que c'est le plus pertinent? Du point de vue de la mouche, c'est assurément pas le cas. Puis la mouche, surtout... Il faut entendre Diar parler des mouches. Son dialogue avec la mouche, en Marrakech. C'est quelque chose. Voilà. Donc, évidence, pertinence, souvent on se contente d'évidence, ce que tout le monde croit, ce que tout le monde pense, et on pose insuffisamment la question de la pertinence, parce que l'évidence, elle va apparaître dans un cadre donné. Si vous posez le cadre, si vous ne discutez pas le cadre, vous n'avez même pas conscience du cadre. C'est ça que j'ai du mal à faire saisir à mes étudiants. Ils sont dans un cadre. Ils n'ont pas la distance, à mon avis, critique pour voir, peut-être épistémologique, philosophique, pour voir qu'ils sont dans un cadre. Et que ce cadre-là implique effectivement des voies, des solutions, des continuités. Et si on admet le cadre sans le remettre en question, alors oui, on ne peut plus faire grand-chose. Voilà, l'évidence, elle est là. Elle est très largement véhiculée par les cadres cognitifs dominants. Donc il faut se méfier des évidences, évidemment. Plus travailler sur la pertinence. La pertinence, c'est un joli mot. Il ne faut pas le célébrer beaucoup plus. Qu'est-ce qui est pertinent? Reste explication causale, compréhension téléologique. Oh. Alors là, ça fait peur. La cause. Alors, explication, compréhension. C'était le bas Moyen-Âge, un concours qui s'appelait l'agrégation. J'avais une question qui était justement explication, compréhension. Donc, vous voyez, pour en faire une question d'agrégation, il y a de la littérature. Mais c'est une littérature qui est essentiellement consacrée, enfin, qui est de sciences sociales. Les sciences de la matière ne se posent pas ce type de questions, elles expliquent. Je veux dire, en sciences sociales, on essaye de comprendre. Ce n'est pas la même chose. Hein, on pourrait dire que c'est synonyme. Non. C'est synonyme tant qu'on n'a pas saisi la différence entre les deux. Expliquer, explicare, hein, c'est un papier qui est plié, que vous dépliez. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité, de caractère un peu mécanique des choses. C'est la causalité. L'explication causale, il y a un facteur, une variable qui explique une autre variable, qui la détermine. Si je lâche, voilà, ça tombe, ben voilà. Ah, il y a une loi de la gravitation dont Newton nous a donné une formulation pour les corps pris 2 à 2, et puis voilà. C'est une cause. Je vais revenir là-dessus. Mais vous voyez bien que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de finalité, d'intentionnalité, de finalité. Rien là-dedans ne fait référence à ça. Or, dans le monde social, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, comment comprendre, comment donner une intelligibilité sans intégrer cette dimension de la signification.
C'est ça que ça veut dire. Compréhension téléologique, ça veut dire il faut comprendre les raisons. Et pas simplement mettre en lumière les causes. Les raisons d'agir. Téléologique, c'est ça. C'est quoi la finalité? Téléos logos. Bon. C'est la compréhension en fonction des finalités, en fonction de l'intentionnalité. Alors peut-être illustrer ça, un peu tout ce que je viens de vous dire. J'ai vu que Nathalie est arrivée. Je fais ça pour toi. Tu as loupé un peu le début. C'est dommage, parce que je te fais un cours qui t'est destiné. Un exemple pédagogique. Alors, il faut se méfier, dès qu'on a des exemples pédagogiques, on craint le pire. Que j'ai extrait d'un truc de consultant, plus ou moins... Bon. Mais alors, je l'ai utilisé quand même parce que peut-être qu'il éclaire des choses. Alors, il a les vertus enfin, il a une dimension caricaturale, évidemment. Bon, on va imaginer que deux managers se trouvent dans une situation comparable. Ils ont tous les deux du mal à obtenir de leurs agents, en dépit de plusieurs observations, on leur a dit qu'ils respectent leur engagement sur les délais. Voilà, ils sont toujours en retard. Il y a toujours un problème, les livraisons, elles ne sont pas prêtes, etc. Les tâches prévues ne sont pas réalisées à temps, les retards font toujours l'objet de justifications. Vous aurez remarqué ça, que le salarié, il se justifie toujours. L'employeur, jamais. Les deux managers, donc, qui sont dans cette situation comparable, décident d'y remédier. Alors, le premier, il cherche à identifier les causes du dysfonctionnement. Alors, il fait les choses bien. Sur la base d'un historique de l'activité et d'interviews des agents concernés, il fait faire une étude avec analyse, diagnostic et recommandation. À partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit l'équipe pour examiner avec ses membres justement les causes qui ont été révélées. Ce qu'on constate, et ça, je rajoute ma propre expérience, c'est assez classique, assez rapidement, les échanges glissent vers l'identification des responsables. Bien, très vite, des causes, on passe aux responsables de la situation. Pour le dire vite, le problème va s'individualiser. Il faut le bordel. Bon, un peu. Alors le second, lui, il a touché la grâce. Il réfléchit au problème différemment. Il est démocrate, vous voyez, il réunit les membres de l'équipe en leur permettant de s'exprimer sur leurs difficultés. Mais il sait, il a suivi le cours, il n'analyse pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il propose à l'équipe de se projeter dans un futur proche autour de la question à quoi l'équipe souhaite-t-elle réellement parvenir, tant dans son fonctionnement interne que dans ses résultats. En gros, il globalise le projet. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi? Il ne va pas chercher à résoudre un petit problème ici ou un problème spécifique. Il va considérer l'ensemble. Des objectifs apparaissent, parmi lesquels figure le respect des délais. Autrement dit, le respect des délais est un aspect de ce qu'on fait ensemble. Et il fait travailler ses agents sur les modifications à envisager pour les atteindre. Alors, on peut dire, encore une fois de manière caricaturale évidemment, d'un côté on est dans une démarche plutôt analytique, dans un autre côté on serait plutôt dans une démarche systémique. D'accord ?
Alors, si on schématise un petit peu, dans la démarche analytique, c'est vrai qu'on se penche sur le passé. Moi, j'aime bien l'histoire, et par vocation et intérêt personnel, j'aime bien me pencher sur le passé. Mais, bon, quand on se penche sur le passé, on ne se penche pas sur l'avenir. Et on se penche sur le passé. Pourquoi on se penche sur le passé? Parce que, en fin de compte, on va mobiliser les causes. Alors, on ne comprend pas nécessairement immédiatement, c'est implicite, mais dès lors que vous cherchez des causes, vous regardez le passé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous constatez, vous mettez en lumière dans le passé. Et donc, si vous inférez de ces causes des règles d'action, vous postulez d'une certaine manière que l'avenir sera dans la continuité du passé. Alors, ça peut justifier, hein, bien sûr, mais ça peut aussi se discuter. Et puis surtout, dans les causes, vous êtes plutôt dans la dimension que j'évoquais tout à l'heure, de l'objet, vous voyez, du mouvement, plutôt que de l'action. Dans l'autre cas, le second manager, il fait parler les gens sur la situation telle qu'ils l'aperçoivent, mais ce n'est pas à partir de là qu'il construit. Lui, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est-à-dire comment on peut faire différemment. Donc on voit bien qu'on est dans une perspective qui n'est pas une perspective plus de l'ordre du mouvement, de la causalité, mais une perspective, on pourrait dire, qui intègre pleinement la finalité. Et une finalité globale, pas une finalité partielle. Et puis, autre aspect à relever, à mon avis, c'est très important, c'est que dans un cas, très vite, on individualise. Vous voyez, le problème va s'incarner. On est dans une perspective souvent un peu individualiste, individualisme méthodologique, enfin, peu importe le débat, mais voilà, ça va s'incarner dans une personne, voilà. En fait, on découpe. Tandis que dans l'autre, on est plus attentif aux relations. Vous voyez, c'est moins les personnes que les relations qu'il faut probablement faire évoluer. Alors ça me semble évidemment important, et pour fréquenter un certain nombre d'organisations, je peux dire que ce tropisme vers l'individu est trop, à mon avis, trop exclusif ou trop dominant, beaucoup trop dominant. Il faut toujours saisir que nous sommes en relation. Alors nous, voilà, c'est l'individu, vous voyez, c'est l'individu, puis c'est à cause de lui. L'individu, il est en relation. On peut travailler le système relationnel, plutôt que de stigmatiser. Alors je ne dis pas, il peut y avoir des gens qui sont... Mais moi j'ai toujours vu des managers, des dirigeants à qui je posais la question, mais un individu que vous avez vu dans un contexte donné, vous l'avez mis dans un autre contexte, est-ce qu'il a toujours été systématiquement mauvais? Ils trouvaient tous un exemple dans leur histoire de dire non. Il y a des gens, dans un contexte relationnel donné, ça ne marche pas. Et puis, les mêmes, dans un autre contexte relationnel, ils sont transformés. Donc on voit bien que la focalisation sur l'individu, elle a ses limites. Alors il ne faut pas tomber dans la naïveté non plus, mais elle a ses limites. Et que la perspective relationnelle, donc systémique, est, à mon avis, à mobiliser. Voilà, ça c'était une petite... Mais comme Nathalie vient d'arriver, je vais terminer sur la systémique.
Parce que maintenant, elle a tout compris. Hein? Et tu vas l'appliquer à la production de la confiture. Tous les jours. Bon, je ressens un petit manque de nicotine. C'est l'heure, je ne sais pas. Oui? Allez, vous m'accordez une dizaine de minutes? Allez, un petit quart d'heure. Je pose la question pour voir s'ils suivent. Bon. Antoine, qui est attentif, m'a dit que j'ai sauté le terme application. Bon, il m'a dit il y en a au moins un qui suit. Celui-là, c'était pas moi, puisque j'ai sauté le... Bon, alors, application, projection, oui. Alors, application, ça me fait penser à... Peut-être, il faut toujours prendre garde aux mots. Je reprends souvent d'autres membres fondateurs de l'UPEM, Georges, pour ne pas le citer, quand il utilise le terme application. Il dit non, on n'applique pas. Je me souviens de la réaction de Jean-Louis Lemoigne. J'avais créé, il fut un temps, un master qui s'intitulait Systémique complexe appliqué au territoire. C'était au début des années 2000. Il m'avait dit, mais pourquoi tu mets application? Appliqué. Et il avait raison. Il avait raison. Appliquer, si vous voulez, c'est la recette. C'est le modèle qu'on reproduit. Il y a un côté mécanique et un côté un peu fermé. Et donc, on ne va pas appliquer la pensée complexe. On va s'en inspirer. Alors, vous direz, c'est peut-être c'est un peu la même chose. Non. Appliquer, ça veut dire que vous savez précisément ce que vous allez faire. Et ce n'est pas le cas, hein, n'oubliez pas ce que dit Morin. La complexité, c'est un mot problème et pas un mot solution. Avec l'idée qu'il faut savoir bien poser ou essayer de mieux poser les problèmes. Des solutions viendront d'elles-mêmes, si j'ose dire. Donc oui, ça, je pense que c'est important. Essayons d'éviter ce mot-là parce qu'il véhicule une sorte de caractère un peu mécanique, un peu... Voilà. Et projection, projection, c'est plus on est attentif à ce qui se passe, on est ouvert à une sorte d'adaptation à ce contexte, et puis on intègre des finalités. Alors l'application peut intégrer aussi des finalités, mais c'est des finalités qui sont un peu fixées d'avance et un peu closes sur elles-mêmes. Tandis que dans la projection, il y a l'idée un peu de stratégie, si vous voulez, qu'on trouve chez Morin, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'adapter. Hein, c'est un peu l'écologie de l'action. L'action, une fois qu'elle est faite, une fois qu'elle est produite par l'acteur qui l'initie, eh bien, il y a c'est le monde dans sa complexité qui s'en empare. Et à ce titre-là, on est assuré de rien quant à ce qu'elle produira, cette action. Et donc, il faut être attentif après à mettre en place des correctifs, des adaptations, voire même revenir sur l'objectif initial. Bon, c'est ce qu'il appelle la stratégie. Ce que Marie-Josée Avenier, qui a été longtemps proche de Jean-Louis Lemoigne, appelle la stratégie chemin faisant. Hein. Il n'y a pas de chemin. On fait le chemin en marchant, pour citer Machado. Voilà, Antoine, c'est bon? Ouais? Ok. Alors, l'exemple pédagogique, je vous l'ai fait. Alors, on a été là, au regard systémique. Maintenant, on rentre dans le dur un peu d'Edgar Morin.
la dimension hologrammique. Alors il y a plusieurs appellations, hologrammatique ou holographique. Bon, j'ai pris celle-là, mais c'est pas encore très, très bien fixé. Il y a la dimension hologrammique, la dimension récursive et la forme dialogique. Donc c'est trois concepts importants. Je dirais, par ordre d'importance, l'hologrammie est sans doute moins importante que la récursivité, qui est peut-être le concept central, et en même temps la dialogique. Bon. Il faut associer évidemment toutes ces dimensions. Alors je reviens à l'intuition de Blaise Pascal, hein, dont je vous ai dit que Edgar Morin était un admirateur. Je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout. Non plus que de connaître le tout sans connaître les parties. Bon. On comprend là que la perspective qui va être retenue par Morin n'est pas une perspective holistique. Elle intègre cette dimension du holos, du tout, mais elle intègre aussi la dimension des parties. Alors la dimension hologrammique, bon, ça vient de l'hologramme, hein, dont un homme politique s'est beaucoup servi durant ses campagnes électorales, en apparaissant de manière assez surprenante à plusieurs endroits à la fois. Alors, l'hologramme, moi je ne suis pas technicien ou ingénieur, donc j'ai qu'une connaissance superficielle de la chose. L'idée de l'hologramme, c'est que dans chacun des points constitutifs de l'image, il y a cette image en quelque sorte en concentré. Tous les points constitutifs de l'image hologrammique ont l'essentiel, pas toutes, mais l'essentiel des informations de toute l'image. Alors ça peut renvoyer aussi à un objet mathématique qui est aujourd'hui bien connu, hein, qu'on doit à Benoît Mandelbrot, sont les fractales. C'est une manière aussi de décliner un peu cette dimension-là. Ah, par exemple, dans la fougère, vous avez cette dimension, il y a une forme globale, mais cette forme globale, vous allez les trouver dans les sous-parties, y compris les sous-parties les plus petites. Hein, c'est un même motif qui va se retrouver. On dit l'idée qu'il y a une partie dans laquelle se trouve la forme du tout. Hein, vous voyez, c'est ce rapport-là. Bon, on trouve ça aussi dans le flocon de neige. Les fractales, ça a été notamment très utile pour calculer le périmètre ou la distance des côtes. Hein. C'est un objet, d'après ce que m'ont dit les mathématiciens, difficile, une tâche difficile de mesurer la longueur des côtes exactes, et les fractales ont été particulièrement utilisées là-dedans. Alors, le principe hologrammique, la partie est dans le tout et le tout est dans la partie. Bon, ce qui pourrait susciter une moquerie qu'on entend quelquefois à l'égard de la pensée complexe, tout est dans tout et réciproquement. Alors, je ne fais pas mienne hein, cette moquerie, mais on la trouve de temps en temps. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le tout qui est dans le tout, c'est le tout qui est dans la partie. Et la partie qui est dans le tout. Alors, si on prend ça au sérieux, c'est effectivement assez vertigineux. Vertigineux, ça donne le vertige. Hein, c'est dans nos catégories analytiques habituelles. Et pourtant, c'est souvent ça, hein, en matière de complexité, c'est le « et pourtant hein ». C'est vrai que c'est difficile à penser, et pourtant. Eh bien, là, je renvoie à la triade, ou la trilogie maurinienne, à laquelle j'avais proposé d'ajouter la communauté, mais en fait, ça, c'est pas Edgar lui-même, même s'il reconnaît qu'on pourrait discuter. Individu, espèce, société. Bon. Pour dire l'identité humaine, pour Morin, c'est cette triade, et il faut essayer de la penser.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire la triade donc, de Morin, vue selon le principe hologrammique? Ben, ça veut dire que si on raisonne sur l'espèce, bon, ben ça c'est pas très difficile à saisir, mais et c'est même assez commun, je dirais. L'individu se trouve dans l'espèce. Mais ce qu'on voit peut-être moins, ou en tout cas qu'on a tendance à oublier, c'est que l'espèce se trouve dans l'individu. Et c'est un peu le même type de relation avec la société. L'individu dans la société, ça tout le monde le perçoit, mais on perçoit peut-être moins que la société se trouve dans l'individu. Autrement dit, on a affaire à des entités qu'on sépare, mais qui intègrent des éléments d'autres entités. Et c'est ça qu'on va essayer d'explorer un petit peu. Alors l'espèce est dans l'individu. Nous sommes possédés par l'espèce, nous dit Morin dans ce petit livre que je ne peux que vous recommander. Je recommande beaucoup d'ouvrages d'Edgar Morin, mais celui-là, c'est vraiment un grand Morin. Hein. Connaissance, ignorance, mystère, 2017. Nous sommes possédés par l'espèce, présente sous forme d'ADN dans chacune de nos milliards de cellules. L'espèce est en nous. Alors, pas nécessairement conscience, on s'est un peu dissocié de tout ça. Comme il nous dit, on a une immense machinerie biologique et on s'en aperçoit vraiment quand elle dysfonctionne. Il dit par exemple, c'est assez intéressant, il dit c'est pas nous qui avons faim, c'est la faim qui se saisit de nous en fonction de cette machinerie. Et nous pensons que c'était nous. En fait, c'est cette grande machinerie biologique qui nous sert de corps. Eh bien, on a du mal à penser qu'il a sa propre existence et voilà, on croit le subordonner, on croit le maîtriser alors qu'en général on n'y pense que très rarement. Nous sommes possédés. Bon, il renvoie à l'ADN, hein. L'ADN, ça suscite chez moi toujours l'évocation de Salvador Dali. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment il disait l'acide désoxyribonucléique. Il faut le voir avec les moustaches. Bon, voilà. Alors, je ne suis pas biologiste, donc je ne vais pas la ramener là-dessus, mais voilà ce que nous dit Morin. L'ADN est présent dans le noyau des cellules, de toutes nos cellules, c'est ça qui est spectaculaire. J'ai même lu que dans un noyau de cellules, on avait 3 mètres d'ADN. Et ces cellules, eh bien, elles nous possèdent, ou cet ADN dans nos cellules nous possède dans une certaine mesure, évidemment. On ne va pas faire dans le déterminisme génétique strict, hein, ce serait une négation de la complexité, hein, j'ai eu l'occasion de le dire. On a à peu près la même chose avec les sciences cognitives aujourd'hui. Hein. Ça, il faut en rendre compte. Les sciences cognitives apparaissent un petit peu comme la génétique dans les années 90. Hein. On va tout expliquer. Bon. Néanmoins, évidemment, la forme du corps, le phénotype, c'est-à-dire la forme que prend l'organisme global, dépend évidemment du génotype, c'est-à-dire de son patrimoine génétique, même si ça dépend d'autres choses, évidemment. Hein. Donc, à ce titre-là, nous sommes possédés par l'espèce, puisque cet ADN nous vient de l'espèce. Et d'ailleurs, cet ADN nous renvoie aux vivants, la longue chaîne des vivants. Hein. Depuis les êtres ou les organismes unicellulaires ou les premières bactéries jusqu'à ce que nous sommes.
nous sommes liés. Hein, et ça, on le perd de vue. Moi, j'aime bien cette phrase d'Auguste Comte. Pas beaucoup de choses que j'aime chez lui, mais cette phrase est belle. Il dit « L'humanité compte plus de morts que de vivants ». C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans cette continuité. On s'inscrit dans cette continuité, et pas simplement une continuité humaine, mais une continuité vivante, et même, on pourrait dire, une forme de continuité cosmologique. C'est-à-dire cette idée que la matière qui nous constitue a pour l'essentiel été constituée au moment du Big Bang. Enfant du cosmos. Et donc, si vous voulez, évidemment, c'est un appel à la poésie, parce que on ne peut pas le traduire de manière scientifique à la hauteur de ce qu'on peut éprouver par rapport à ça. Alors, l'individu dans l'espèce, bien sûr, l'espèce n'existe et ne se reproduit qu'à travers les individus. Hein, d'ailleurs, les individus sont frappés par la mort, comme on le sait. Et d'une certaine manière, l'espèce, elle, se perpétue au-delà de la mort des individus. Alors, il y a des espèces qui disparaissent, évidemment, mais on voit bien que là, il y a des temporalités différentes, et comme on a beaucoup focalisé sur l'ici et le maintenant et le moi, effectivement, on a l'impression que voilà, il y a une sorte de singularité très, très forte et que c'est ça qui prime. Non, il faut rappeler effectivement qu'il y a cette inscription, cette continuité dans le registre de l'espèce. Et l'espèce, d'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait nous donner, nous faire prendre conscience, ou nous rappeler plus exactement qu'on pourrait appeler la commune humanité, hein, qui nous lie. En fait, tous les humains partagent la même espèce. L'overlook effect, je ne sais pas si je vous en ai parlé de ce truc-là, c'est les gens qui vont dans l'espace. La plupart reviennent avec une sorte de sentiment très, très partagé, donc, qu'on a appelé l'effet en surplomb. C'est quoi? C'est le fait de voir la planète de l'espace. Et alors là, si vous voulez, la plupart reviennent, et il y a des conversions assez étonnantes, avec l'idée de l'extrême fragilité de l'humanité. Que ce qui relie les humains, on le sent très fortement de l'espace. Pourquoi? Parce que la petite planète bleue, et même pas la planète, c'est-à-dire la couche superficielle de cette planète avec l'atmosphère, c'est-à-dire un tout petit truc qui apparaît effectivement très fragile. C'est le patrimoine commun de cette humanité et au-delà du vivant, et que, voilà, tout, vu de l'espace, si vous voulez, avec ce sentiment de partager, j'allais dire presque une même détresse, hein, parce que, qu'on veuille bien l'envisager, tout le reste, jusqu'à ce qu'on découvre des planètes qui peuvent accueillir la vie, tout le reste est particulièrement invivable. Un froid, des radiations, l'absence de nutriments, d'oxygène, etc., c'est totalement impropre à la vie. Et les gens qui vont là, ils disent « Ah, mais comment on peut se faire la guerre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Vous voyez? Il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de ça, on s'en rend compte de l'espace, mais si on veut bien concevoir l'espèce dans chacun de nous, eh bien, on est d'une certaine manière amené à nous considérer comme ayant une condition commune et qui devrait déboucher probablement sur une fraternité ou une sororité qu'on est peut-être un peu en train de perdre, hein, malheureusement. Et cette crispation, là, ils ne sont pas de chez nous, hein, c'est plus des humains, quoi. Bon. Pardon? Le fait d'introduire la communauté,
Oui, par rapport à ce que tu viens de dire. oui. Qu'est-ce que tu as voulu La communauté, j'ai voulu dire quelque chose qui n'est pas la société, qui est une entité probablement plus limitée. Communauté-société, c'est une vieille distinction en sociologie qu'on trouve chez la plupart des auteurs, aussi bien Durkheim que Tönnies ou Max Weber. En gros, la société, c'est les affiliations modernes. C'est la nation, en termes d'entité politique. C'est le contrat, l'échange économique, souvent en termes de modalité d'échange. Et la forme assez classique, c'est celle de l'entreprise, avec des rôles bien distincts, etc. La communauté, c'est autre chose. La communauté, ça renvoie plus à la tradition. Ça renvoie au lien du sang, au terroir, vous voyez, toute cette dimension-là. Alors ça, c'est l'aspect un peu négatif. Classiquement, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi autre chose, la communauté. Hein. Ça peut être la communauté de conditions, etc. Ça peut être, voilà, on peut créer des communautés. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans le débat entre société et communauté, parce que là, c'est assez largement piégé, entre le communautarisme, etc. Je pense que, disons, la communauté, c'est une sorte de sous-partie ou de démembrement ou oui, sous-partie de la nation. La nation, c'est une création relativement récente. On se pense. Alors ça, c'est la modernité qui nous donne le cadre national comme référence. Dans les temps antérieurs, on est certes vaguement français, mais on est surtout de son coin. On parle une langue qui est... Le français, par exemple, il est à peu près généralement utilisé à la fin du XIXe siècle. Et même, certains disent il faut attendre la guerre de 14 pour que véritablement... Donc on parle de quelque chose qui se construit peu à peu et qui apparaît aujourd'hui comme une sorte de naturalité. Hein. Bien sûr que c'est une création, mais c'est une création qui a conduit, qui s'est construite contre, d'une certaine manière, les communautés existantes. Je ne dis pas que ces communautés existantes étaient le paradis, hein, c'est pas ça. Elles étaient différentes. Pour bien saisir ça, il y a la littérature, si vous voulez. 1793 d'Hugo. Si vous n'avez pas lu, il faut lire ça. Oh, c'est merveilleux. Les classiques, de temps en temps, c'est bien. Même assez souvent. 93, ben, vous voulez savoir ce que c'est que la nation et vous voulez savoir ce que c'est que le pays, le terroir vendéen, ben, lisez 93. C'est fabuleux. Nous sommes le produit de cette histoire. Je ne veux pas trop prendre mais ça explique beaucoup de choses, ça. Hein. Ça explique, par exemple, notre allergie, au-delà d'un racisme opportuniste qui ne dit pas son nom, les signes religieux. Pourquoi il y a une... Enfin, en tout cas, c'est une interprétation, moi, que je propose. C'est parce que l'espace national, c'est l'espace du plus petit dénominateur commun dans lequel il ne doit pas avoir d'expression singulière. Et a fortiori d'expression singulière qui se fédère en communauté. Une chose plus large. C'est là aussi, si ça vous intéresse, allez lire ce bouquin formidable qui s'intitule La fin des terroirs. C'est Weber, son nom, son prénom, c'est un historien américain. C'est absolument formidable. On n'imagine pas l'habit d'Arlequin que constituait le pays. Hein. C'était vraiment des choses très très différentes.
Et ce qui va permettre d'unir ça, bah, c'est l'école, c'est le chemin de fer, c'est la diffusion de la langue, c'est l'idée de la République. Et tout ça, c'est une construction. Et c'est une construction contre les éléments d'appartenance, les signes visibles d'éléments d'appartenance. C'est le fait de parler breton et d'être stigmatisé avec le bonnet d'âne. La même chose, on l'a retrouvé en Afrique, avec la colonisation. Bref, tout ce qui renvoie à une appartenance autre que celle de la nation est rejeté, acceptable dans l'espace privé, mais sûrement pas dans l'espace public. Et si on ne comprend pas cette histoire-là, on ne comprend pas cette allergie très, très particulière, qui est l'allergie française, aux signes religieux ostentatoires. D'accord ? Bon, ça, c'est... mais ça nous amène sur autre chose. Disons que l'espèce, elle sera aussi dans la communauté. Mais de la même manière que la société va fractionner d'une certaine manière l'espèce, culturellement, ben la communauté va la fractionner aussi culturellement ou sur d'autres critères. Mais l'espèce est de toute façon là. Est-ce que la communauté n'est pas une menace pour l'espèce? Est-ce que la société aussi n'est pas une menace pour l'espèce? Il y a à travailler les conditions, effectivement. Communauté ou société, hein, parce que les nationalismes, ils sont nationaux, comme leur nom l'indique. Ils sont moins communautaires que nationaux. Hein. Y a une spécificité. La question, c'est d'articuler tout ça. Hein, le nationalisme, disons, l'adhésion à la nation comme la participation à une communauté ne doit pas être absolutiste. Hein, si on en fait un critère absolu, évidemment, ça conduit à la guerre. Si on en fait un critère de participation, on en parlait avec Christian tout à l'heure, ben, on appartient à plusieurs communautés. On appartient à une société, certes, mais cette société peut s'inscrire dans une globalité. Et on ne doit pas perdre de vue, effectivement, que nous partageons un destin commun, qu'on le veuille ou non, qu'on soit malien ou français. Le changement climatique, et malheureusement pour les Maliens, il va plus les toucher, alors qu'ils ont très peu de responsabilité là-dedans. Mais bon, c'est ça, terre patrie, hein, que j'avais conseillé à des camarades, terre patrie, c'est ça. La terre patrie, c'est... alors, si on la voit du point de vue de l'espèce humaine, nous avons ce destin commun, cette appartenance commune. Et même cette condition tragique, comme dit Morin. Ça, c'est un petit peu son pessimisme foncier qui ressort. Hein, quelque chose, une sorte de destinée un peu absurde, hein, qui se termine toujours par la mort, pour les individus. Quel est le sens, hein, tous les hommes partagent ça. Ils ont cette condition-là, qu'ils soient noirs, jaunes ou blancs, enfin, peu importe. Et puis surtout, si vous voulez, là, Patrick Thor, le naturaliste, Patrick Thor, nous dit des choses intéressantes à partir de Darwin. Il nous dit, qu'est-ce qui a fait que l'espèce humaine est devenue ce qu'elle est? C'est pas la sélection naturelle. Ça, c'est entre les espèces. Pour l'humain, c'est son bouquin qui s'intitule La filiation de l'homme. Au contraire, ce qui a permis à l'espèce humaine de devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire parmi toutes les autres espèces, celle qui est capable de régenter la planète, avec ce côté hubris, hein, qu'il faut discuter, mais enfin, voilà. C'est le fait que les relations qui se sont nouées entre parents et enfants initialement, qui sont des relations très, très fortes, particulièrement fortes dans l'espèce humaine. D'ailleurs, si on regarde l'autonomie du petit humain, apparaît très tard, si vous voulez, dans l'histoire de l'individu.
Dans le monde des animaux, c'est beaucoup plus tôt. Donc, ce manque d'autonomie, cette dépendance du petit humain va nouer, va s'accompagner, va être au cœur de relations très particulières entre ses parents et lui. Ces relations très particulières, très fortes, d'empathie, de sympathie, voire d'altruisme, eh bien, ça va être quelque chose qui va imprégner ensuite l'ensemble des relations. Pas simplement entre parents et enfants, mais entre membres de la communauté. Et ensuite, si on prend conscience de ça, entre les humains. Et aujourd'hui, on pourrait nous dire que l'humain, ça ne suffit pas, il faut prendre conscience aussi des autres vivants. Mais ça, c'est quelque chose qui est partagé par les humains, qu'on soit africains, asiatiques ou européens. On est tous le produit de cette humanisation, hominisation et humanisation en même temps, qui nous a qui a fait que nous sommes attentifs aux faibles, aux dépendants, qu'on ne les laisse pas tomber. La sélection naturelle, ça serait de les oublier, ça serait de les rejeter, les laisser à leur sort. C'est tout le contraire qu'a fait l'espèce humaine. Et pour Darwin, c'est ça qui a constitué l'avantage, si j'ose dire, des humains sur les autres espèces. C'est pas les idées de concurrence, de compétition, vous voyez, le plus fort. Non. Ça, c'est le darwinisme social, entre guillemets. C'est le contraire que dit Darwin, qui refuse d'ailleurs le terme de darwinisme social. Il dit non, le darwinisme social, c'est pas du darwinisme. C'est ce qu'il appelle l'effet réversif de l'évolution, c'est-à-dire l'effet réversif de l'évolution. L'évolution, c'était justement entre les espèces, la compétition, la sélection du plus apte. Mais il y a un effet réversif de l'évolution chez les humains. C'est-à-dire, la société humaine, elle va se constituer, se développer en éloignant cette idée de sélection naturelle parmi les humains. Mais en créant et en développant ces relations de solidarité, d'empathie, d'altruisme, d'amour, etc., de fraternité. Et donc ça, tous les humains l'ont en héritage. Nous sommes, d'une certaine manière, le produit de cet amour foncier. Cet amour foncier qui s'est traduit dans l'évolution par ce qu'on appelle les instincts prosociaux, qui nous a fait ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, on a tous ceux qui nous disent il faut être concurrentiel, la compétitivité. Et alors, il ne faut surtout pas qu'ils se revendiquent de Darwin. Hein. Alors certains le font sur un mode analogique, disant voilà, de la même manière, ils font du darwinisme social. Mais c'est souvent le cas. Hein. Mais voilà. Et donc, les humains devraient. On pourrait penser que les humains, sachant qu'ils sont le résultat de ces relations, j'allais dire, d'empathie, de solidarité, d'altruisme, d'amour, devraient ne pas oublier que tous les humains leur ressemblent, quelle que soit leur situation. Enfin, laisser mourir des gens en mer, enfin, c'est scandaleux. Je veux dire, c'est accablant. Comment on supporte ça? Et on a l'impression que on est tous les descendants d'un même ancêtre. Hein, on est tous le résultat d'un processus d'hominisation. Et on a l'impression qu'effectivement, ces clivages, le court terme, l'intérêt, le repli sur soi, etc., devient la règle, et même une règle qu'on accepte sur le plan éthique.
Bon, alors, c'est pas simple, je suis pas en train de dire, mais il devrait y avoir quand même de l'humanité. Jamais. Ça, c'est maurinien. On ne peut pas transiger sur l'humanité. Non. Rien. Rien ne permet d'admettre ça. Alors, on est un peu oublieux de cette triade maurinienne. De mon point de vue, c'était un petit peu ce que je vous ai dit la dernière fois. On a une vision extrêmement, voilà, héroïque, presque fantasmatique de l'individu. L'individu, c'est l'essentiel de ce qui existe. Et les individus se pensent d'abord comme tels, et accessoirement comme faisant partie d'une société, et encore plus accessoirement comme faisant partie d'une espèce. Hein. Alors, ceci étant, il ne s'agit pas de brader dans la triade maurinienne, il y a l'individu. Il ne s'agit pas de dire il n'y a pas d'individu. Non, bien sûr qu'il y a un individu. Il faut lui reconnaître effectivement des droits, il faut lui reconnaître sa singularité, etc. Mais de l'individu à l'individualisme égocentrique, hein, qui est devenu un petit peu la norme, il y a une différence. Si l'individu prend conscience qu'il fait partie d'une espèce et qu'il appartient à une société, ben, il est déjà un peu moins autosuffisant, un peu moins souverain, il se pense un peu plus dans les interdépendances. C'est ça le problème. Bon, entre l'individu et la société, ben, c'est la même chose d'une certaine manière. Hein. L'individu, il est dans la société, bien sûr, ça on le perçoit. Donc, il est la partie constitutive d'un tout. Mais tout autant, la société est dans l'individu. Le tout social se trouve dans la partie individuelle. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est un petit peu en déséquilibre d'une certaine manière. On est un peu oublieux de ça. Alors, cette dimension individuelle de l'espèce, je regarde un petit peu le temps. Ah bah c'est le temps. Il faut s'arrêter. Ah Serge, tu as faim. Ah, tu as faim. Je sais que tu as faim. On en parlait à l'instant. Bon, écoutez, c'est un peu... Juste avant de vous laisser partir, il faut terminer toujours sur les choses les plus importantes. Donc, je voulais vous balancer, Pascal, elle a eu bien raison, de vous mettre Sakamoto, mais moi, je voulais vous mettre Léo Ferré sur ce truc qui est effectivement un peu âpre. C'est Pauvre Rutebeuf. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ah, c'est magnifique. Donc je voudrais terminer sur cette partie du poème La Grièche d'hiver, la complainte de Rutebeuf. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés? Elles ont été trop clairsemées. Je crois le vent les a ôtées. L'amour est morte. Ce sont mes amis que vent me porte, et il ventait devant ma porte, les emporta. Merci. Bon, Georges, tu prends la suite? Alors, le programme. Oui. Allez, Cathy. C'est vous qui pilotez les groupes. Oui. D'ailleurs, Christophe, tu peux venir? Oui. Tiens, c'est celui-là. Hein. Merci.
Christophe, Nicolas, oui. Qui c'est qui manque? Patrick Tonnet. Et Patrick, oui. Je regardais au loin et il était là. Bon, vous annoncez le programme, hein, parce que là, on va... Oui, on annonce le programme, on va manger. On attend 2 secondes. Ça dure 1 heure. Donc, Patrick, Nicolas, Christophe, Georges et moi-même faisons partie de la commission suivi des groupes. Donc vous allez nous voir souvent. On vous expliquera ça cet après-midi. Donc en début d'après-midi, donc l'idée c'est qu'on avait pensé un repas partagé, histoire de faire communauté. Les humains déjeunant ensemble, ça crée du lien. Ceux qui peuvent. Nous reprendrons à 14h. Et on se retrouve à 14h pour ceux qui iraient manger ailleurs, ici, dans cet amphi. Et donc, en attendant, bon appétit. Merci. Nous autres. Non, ça c'est pas le mieux.